Quelqu'un a dit le Mahapart de 2022, il est encore plus grand que 1977. Moi, je dirais aujourd'hui, il faut vraiment que le peuple qui s'est exprimé par les urnes, qu'on lui donne véritablement le pouvoir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est que la vox populi puisse effectivement être entendue et que le pouvoir qui a été confisqué par les élites lors de la révolution constitutionnelle dans les années 80-90, eh bien, il faut que ce pouvoir soit rendu aux élus du peuple. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Pierre Lursa. Maître Pierre Lursa, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors avec vous, je voudrais, on va essayer de revenir bien entendu sur les résultats des élections, mais aussi sur les réformes du système juridique israélien que certains responsables de la droite israélienne, en particulier on va dire les partis orthodoxes et le sionisme religieux, ce qui fait pas mal, hein, on va dire, puisque c'est la moitié de la future coalition gouvernementale, 32 députés au total, souhaitent instaurer dans la réalité israélienne. Alors on a beaucoup parlé de la fameuse loi de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. On va y revenir dans quelques instants, mais je voudrais essayer de comprendre. Il y a un programme qui avait été émis avant les élections et présenté avant les élections par Bezalel Smotrich, un programme avec plusieurs réformes conséquentes et entre autres une volonté soit d'annuler, soit au moins de modifier la fameuse loi sur les fraudes et abus de confiance, pas loi, mais le fameux acte d'accusation, chef d'accusation de fraude et abus de confiance qu'il voudrait peut-être remodeler. Oui, c'est un sujet en fait qui n'est pas nouveau. Il devient brûlant à cause du procès qui a été intenté à Benjamin Netanyahou, mais c'est un sujet très ancien. Il y a beaucoup de juristes éminents qui savent que ces articles du code pénal sont très flous et permettent d'inculper un petit peu n'importe qui. Et on a déjà vu d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, on a bien vu beaucoup d'hommes politiques qui ont été inculpés, qui dans leur carrière politique a pris fin, y compris d'ailleurs un ministre de la Justice. Et finalement, après, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout dans le dossier. Et donc, ça, c'est une des clauses. Il s'agit de l'annuler tout simplement, d'annuler ce chef d'accusation de fraude et d'abus de confiance ou de le modifier? Je connais pas le détail des projets de réforme sur ce point-ci, mais oui, il faudrait soit que cet article du code pénal soit redéfini de manière très précise, ou que d'ailleurs ça pourrait faire aussi l'objet d'une jurisprudence qui dirait dans quel cas est-ce qu'on peut inculper un homme politique sur ce chef d'accusation, pour pas que ça soit la porte ouverte, pour pas que ça donne un pouvoir exorbitant au procureur finalement de décider quel homme politique peut rester en fonction ou non. Et ça rejoint le thème plus général de savoir est-ce que le pouvoir appartient à la Knesset, aux élus du peuple, ou alors est-ce qu'il appartient au cabinet du procureur, à la Cour suprême. C'est vraiment un problème de fond. C'est pas seulement un problème technique. Il y a un problème fondamental et c'est pas par hasard que ce problème surgit juste au lendemain des élections. C'est-à-dire que la droite a remporté le pouvoir par les urnes, mais maintenant la question c'est est-ce qu'elle va pouvoir exercer ce pouvoir. Alors justement, on parle de pouvoir et de contre-pouvoir. Historiquement, je voudrais qu'on revienne sur un point, c'est-à-dire la révolution juridique instaurée par le professeur Aaron Barak, qui est, on va dire, à l'origine de la polémique qui règne dans le monde entre le monde de la justice et le monde, on va dire, le monde législatif, c'est-à-dire le pouvoir législatif de la Knesset. Eh bien, ça remonte aux alentours des années 90. Est-ce que c'est lié avec l'installation plus solide au pouvoir de la droite israélienne ou c'est par hasard? Ah non, il y a pas de hasard sur des questions aussi essentielles de la politique israélienne. Effectivement, la révolution constitutionnelle du juge Barak dans les années 90, qui avait déjà été dans les prémices remonte aux années 80, c'est pas un hasard si elle survient quelques années après le Mahapart, l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Menachem Motner qui avait écrit un livre sur le sujet, qui d'ailleurs lui-même était un homme de gauche et qui était assez favorable à l'activisme judiciaire de la Cour suprême, mais il a quand même fait cette analyse tout à fait frappante en disant les anciennes élites qui ont été chassées du pouvoir en 77, eh bien quelque part elles ont conservé ce pouvoir, notamment grâce à la Cour suprême. Et donc c'est le pouvoir exorbitant que s'est arrogé la Cour suprême, notamment d'annuler des lois, mais plus généralement d'intervenir dans tous les domaines de la vie publique et politique. Eh bien, effectivement, c'est pas du tout un hasard si elle se l'est arrogé juste après que la gauche ait perdu le pouvoir par les urnes.
Alors pourquoi finalement, puisque vous êtes, je le rappelle pour nos auditeurs, que vous avez traduit la biographie de Zev Jabotinsky, entre autres, pourquoi finalement à ce moment-là, justement au moment où il y a eu ces changements, l'arrivée au pouvoir de la droite israélienne, eh bien du côté de Menachem Begin, puis de Yitzhak Shamir et même de Binyamin Netanyahou, rien n'a été fait pour modifier, on va dire, cette tendance? Pourquoi a-t-il fallu attendre presque 40 ans jusqu'à 2022 pour que l'on prenne conscience d'une nécessité de réforme? Oui, vous avez raison, c'est une question tout à fait cruciale, mais je dirais que il y a plusieurs raisons qu'on peut pas toutes développer, mais disons à mon sens, je pense la raison principale, c'est que tout simplement la droite israélienne a une tradition démocratique. Contrairement aux apparences, en Israël, les plus démocrates, c'est souvent les gens de la droite, parce que la droite, historiquement, des gens comme Menachem Begin ou comme Jabotinsky étaient des ultra-démocrates, des ultra-libéraux, libéraux au sens au sens de respecter les libertés, alors que la gauche, elle a des racines plutôt du côté socialiste et même bolchevique. Ben-Gurion un jour avait dit qu'il était bolchevique, et donc c'est pas étonnant que quelqu'un comme Menachem Begin, quand il arrive au pouvoir en 77, il s'est dit on va laisser en place l'administration. Il a pas du tout pensé qu'il fallait remplacer l'administration civile pour pouvoir exercer son pouvoir. Et donc le Mahapar de 77, l'arrivée au pouvoir de la droite, finalement ne s'est pas vraiment faite jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quelqu'un a dit le Mahapar de 2022, il est encore plus grand que 1977. Moi, je dirais aujourd'hui, il faut vraiment que le peuple qui s'est exprimé par les urnes, qu'on lui donne véritablement le pouvoir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu d'après les élections, c'est que la Vox Populi puisse effectivement être entendue, et que le pouvoir qui a été confisqué par les élites, lors de la révolution constitutionnelle dans les années 80-90, eh bien, il faut que ce pouvoir soit rendu aux élus du peuple. Alors justement, finalement, ça nous ramène à la loi sur ce que l'on appelle la Piskata Hitgabrut, la loi de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Mais finalement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent eh bien, il faut malgré tout des contre-pouvoirs dans une démocratie. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, on risque de sombrer vers l'anarchie. Sûr, je dirais, c'est la grande démagogie de ceux qui pensent qu'il faut continuer à ce que la Cour suprême soit le premier pouvoir, parce qu'elle est devenue le premier pouvoir en Israël, et des observateurs du monde entier s'en rendent compte et critiquent ou parfois approuvent d'ailleurs cet état de fait, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça arrange. Quelque part, la droite israélienne, elle est majoritaire, mais elle peut pas exercer son pouvoir à cause notamment de la Cour suprême, à cause d'autres contre-pouvoirs. Aujourd'hui, la Cour suprême n'est pas un contre-pouvoir, elle est le premier pouvoir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre le pouvoir à la Knesset. Et c'est de rétablir le fragile équilibre des pouvoirs qui a été totalement bouleversé par le putsch judiciaire de la Cour suprême. Et donc, il faut effectivement, c'est le dossier numéro 1 aujourd'hui, puisque la droite a remporté les élections. Si elle veut pouvoir exercer ce pouvoir, si elle veut pouvoir légiférer, si la Knesset veut pouvoir légiférer dans tous les domaines où elle a envie de le faire, eh bien, il faut effectivement que soit écartée cette épée de Damoclès de la Cour suprême qui peut chaque jour annuler une loi comme bon lui semble, n'est-ce pas ? Alors, il y a effectivement donc cette loi de la volonté de faire voter cette loi de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Mais pourquoi finalement il n'y aurait-il pas une possibilité, et je parle de Tzachi Hanegbi, un ancien député Likoud qui en a parlé hier dans un éditorial, finalement pourquoi n'y aurait-il pas une possibilité de museler quelque peu les juges, ou de les encadrer, on va dire, par exemple, c'est-à-dire qu'une loi ne peut être cassée par la Cour suprême que s'il y a une majorité, c'est-à-dire que par exemple devant un aéropage de 15 juges de la Cour suprême, c'est-à-dire l'ensemble des juges de la Cour suprême, avec une majorité des 2/3 des juges et pas une majorité relative, pourquoi finalement on n'essaye pas de corriger cela dans la Cour suprême, dans le monde juridique ? Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, il faut. Je dirais que la solution la plus évidente, effectivement, ce serait que la Cour suprême elle-même se rende compte qu'elle a été beaucoup trop loin et qu'elle revienne à une position beaucoup plus modeste. Vous savez, comme ce que disait aussi le professeur Mautner que je citais tout à l'heure, c'est que jusque dans les années 80,
il y avait une distinction très claire entre le droit et la politique. C'est-à-dire que la Cour suprême se mêlait de droit et se mêlait pas de politique. Ouais. Et à partir des années 80-90, elle a commencé à se mêler de politique et aujourd'hui, elle se mêle quotidiennement de tout ce qui est politique. Il n'y a plus de ce qu'on appelle en France de domaine réservé. Il n'y a aucun domaine réservé, que ce soit diplomatique, militaire, stratégique. Dans tous les sujets, les juges de la Cour suprême considèrent que c'est eux qui sont l'autorité suprême, c'est à eux de fixer les normes. Eh bien non, dans une société démocratique, les normes sont fixées par la voix du peuple, c'est-à-dire par les élus du peuple, donc par la Knesset. D'ailleurs, c'est intéressant de souligner que, puisqu'on parlait des chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance, ceci n'existait pas dans le droit pénal israélien, je crois, jusqu'en 1977, c'est-à-dire à l'arrivée au pouvoir de la droite israélienne. Oui, là aussi, c'est sans doute pas un hasard. Il y a eu une montée en puissance du pouvoir judiciaire. Même l'expression de pouvoir judiciaire est problématique parce que normalement, selon les auteurs classiques comme Montesquieu, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire. Et le fait que les juges s'érigent en premier pouvoir, ça pose un problème dans toutes les démocraties. Alors en Israël, c'est un cas un petit peu extrême parce que nous, on est une jeune démocratie, donc on n'a pas de tradition solidement ancrée. Mais effectivement, il faut que la Cour suprême se restreigne. Il faut qu'elle revienne à son attitude beaucoup plus modérée qu'elle avait jusque dans les années 80, qu'elle cesse de se mêler des questions politiques et qu'elle laisse la Knesset faire son travail. Et c'est vrai d'ailleurs, quelle que soit la couleur de la Knesset. Les élus du peuple doivent pouvoir légiférer, faire leur travail de législateur sans avoir cette épée de Damoclès de la Cour suprême qui viendrait chaque jour dire est-ce que les lois sont cachées ou pas. Et finalement, pourquoi n'y aurait-il pas cette réforme, eh bien, ne serait-elle pas l'occasion peut-être d'envisager une fois pour toutes, parce que à défaut de contre-pouvoir ou de pouvoir, eh bien, peut-être que le grand problème de l'État d'Israël et de la justice israélienne, de l'État de droit israélien, c'est l'absence de constitution. Finalement, peut-être qu'il est temps d'instaurer une constitution aujourd'hui en Israël ? Bien sûr, vous avez raison, on n'en a pas parlé, mais le plus grand paradoxe de la situation actuelle et du pouvoir exorbitant de la Cour suprême, c'est qu'elle prétend exercer un contrôle de constitutionnalité alors qu'il n'y a pas de constitution. Mais la question, évidemment, elle est cruciale, mais elle est aussi très complexe parce que pour qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait un consensus social. C'est pas seulement un problème technique. On a des lois fondamentales, on a un embryon de constitution, mais pour qu'il y ait vraiment une constitution, et là on revient à un problème de valeur cruciale, à savoir quelles sont les normes. Est-ce que le droit israélien est fondé sur le droit de la Torah? Est-ce qu'il est fondé sur la tradition juive ou est-ce qu'il est fondé sur des droits occidentaux? On a un vrai conflit de valeurs pour le coup, et on peut pas le régler par un coup de baguette magique. Alors, une dernière question, on va dire, qui est plus d'ordre plus politique. Vous pensez que Binyamin Netanyahou, justement, aura le courage ou souhaite faire ces réformes, ou alors que finalement, Binyamin Netanyahou, qui a été au pouvoir pendant 15 ans au cours des 30 dernières années, eh bien, préserve d'une manière ou d'une autre cette justice israélienne devant laquelle il est traduit ? Alors effectivement, il y a un conflit d'intérêts. Il a lui cette épée de Damoclès, il l'a effectivement sur sa propre tête, et donc quelque part, il est peut-être tenté d'être clément avec le pouvoir judiciaire pour espérer que celui-ci soit clément avec lui, mais d'un autre côté, on peut se dire que finalement cette politique de retenue qu'il a eue pendant 15 ans n'a porté aucun fruit, et il est quand même victime d'un acharnement judiciaire. Donc on peut souhaiter, personnellement c'est ce que je souhaite, c'est que cette fois-ci il ait vraiment le courage d'aller jusqu'au bout des pouvoirs qui lui ont été confiés par le peuple, et effectivement de rétablir un équilibre des pouvoirs démocratiques en Israël, sans avoir aucune inhibition et sans craindre ce que diront les médias de gauche ou ce que diront les juges. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute aussi tout à fait positif qu'il y ait que ce gouvernement soit ancré très à droite, enfin le gouvernement qui n'est pas encore constitué, mais on peut souhaiter que la droite de sa coalition soit suffisamment forte. D'ailleurs, elle a obtenu beaucoup de voix pour que effectivement Netanyahou n'ait pas cette tentation de rester dans le statu quo, ce statu quo qui est totalement intenable du point de vue du fonctionnement démocratique de l'État d'Israël. Eh bien, Maître Pierre Lursa, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a donc anglais sous l'angle de la justice et du monde et de l'état de droit les résultats de ces élections par rapport aux réformes que souhaitent faire des partis de la future coalition gouvernementale. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce sujet extrêmement passionnant et brûlant dans l'actualité israélienne. Bonne journée et à bientôt, Pierre. Merci à vous, Daniel.